Espace TV, le 22h. Merci mesdames et messieurs de votre fidélité à Espace TV. Bienvenue dans la grande édition d'information dont voici les principales articulations. La communauté internationale au chevet de la Guinée au lendemain de la crise post-électorale dans le pays. Les envoyés de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations Unies vont tenter de concilier les différents protagonistes. Les commissaires de la CENI font montre de solidarité contre Banosso, commissaire démissionnaire de l'institution. Ils ont signé un accord conjoint sur le bon déroulement du processus électoral. Et puis la Guinée coupée du reste du monde depuis 72 heures. Les appels à la haine sur les réseaux sociaux en seraient la cause. Les conséquences sont terribles, mais la mesure est diversement appréciée dans le pays. Les émissaires de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations Unies sont en Guinée. Une mission conjointe venue au chevet de la Guinée, secouée par une crise post-électorale. Ces émissaires étrangers ont été reçus par le ministre guinéen des Affaires étrangères ce lundi. Idrissa Barry, Mohamed Al-Hussein Kamara y étaient pour vous. Au lendemain du scrutin présidentiel du 18 octobre dernier, Conakry et certaines villes de l'intérieur du pays vivent au rythme des manifestations violentes. Pour baisser la tension dans les différents camps, une mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations Unies séjourne depuis ce dimanche à Conakry. Dirigée par le commissaire de l'organisation sous-régionale, la mission a été reçue ce lundi par le chef de la diplomatie guinéenne. Malheureusement, on a assisté depuis quelques jours à une montée des tensions et donc tensions qui se sont renforcées suite à la proclamation des résultats provisoires. Et donc nous sommes venus pour voir un peu comment, après avoir rencontré tous les acteurs gouvernementaux, l'opposition, les organismes chargés des élections, donc voir comment aider à faire baisser la tension. L'objectif qui est recherché, c'est que le pays retrouve le calme, la sérénité, la paix, et que vraiment toutes les personnes, tous les fils et les filles de ce pays se retrouvent. La CEDEAO, qui a accompagné la Guinée dans l'organisation du scrutin présidentiel à travers l'audit du fichier électoral, félicite le peuple de Guinée qui a voté dans le calme le jour du vote. Durant son séjour, cette mission conjointe va rencontrer tous les acteurs politiques et sociaux en vue d'une résolution de la crise. Les rapports qui nous ont été faits par la mission d'observation ont indiqué que la plupart, tous ces observateurs ont indiqué que la plupart de l'élection s'était déroulée paisiblement. Et donc je voudrais vraiment saluer et féliciter les organisateurs et le peuple guinéen qui a montré une très très grande maturité. Voilà un peu ce que je peux dire à ce stade. C'est un peu trop tôt pour donner des conclusions puisque comme je vous l'ai dit, c'est la toute première rencontre. Au terme des différentes consultations avec tous les acteurs, cette délégation rendra les conclusions de sa mission au cours d'un point de presse. Après la rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, ces émissaires de la communauté internationale se sont rendus au domicile du leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, interdit de tout mouvement hors de son domicile à Dixine, en dépit donc des dispositifs sécuritaires sur place. Ils ont pu échanger pendant de longues heures avec Cellou Dalein Diallo. Je vous propose de suivre leur réaction au micro de Mohamed Valek-Touré d'Ibrahim Assouba. Il s'agit de faire en sorte de ramener un peu plus de confiance entre les acteurs, pour ramener un peu de paix, de la sérénité, puis surtout arrêter les violences. Donc je voudrais saisir cette occasion pour remercier le Premier ministre Cellou Dalein Diallo et puis toute son équipe qui nous ont reçus, avec qui on a eu une très bonne discussion, des échanges très francs. Nous avons couvert pratiquement tous les sujets, nous avons évoqué toutes les préoccupations. Et dans le contexte donc, de cette mission, qui est une mission de bons offices, comme je l'ai dit, de diplomatie préventive, pour faire baisser les tensions. Nous allons poursuivre nos consultations et nous allons faire en sorte d'aider d'abord le processus électoral à bien se terminer, à une conclusion qui soit tout à fait acceptable, une très bonne conclusion. Et nous allons faire également, nous allons contribuer, parce qu'il s'agit surtout des acteurs guinéens, nous allons contribuer, nous allons aider. Nous allons essayer d'accompagner l'ensemble des acteurs, la classe politique, à faire en sorte surtout de faire baisser les tensions.
Après donc cette rencontre au domicile du leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, deux responsables du bureau exécutif de l'UFDG, en l'occurrence Dr Fodossou Fofana, Kalimodo Yansane, ont été donc arrêtés par les hommes en uniforme postés devant le domicile du leader de l'UFDG pour une destination pour l'instant inconnue par les responsables de l'UFDG. Nous reviendrons donc sur cet élément d'information dans nos prochaines éditions. Et puis face à ce climat, le Premier ministre guinéen a pris la parole au lendemain des violences politiques enregistrées dans le pays. Au nom du président Alpha Condé, Dr Kassoro Fofana a passé en revue les événements douloureux que la Guinée a traversés au lendemain de la présidentielle, tout en fustigeant la violence qui est utilisée comme moyen d'expression. Mamadou Sadio Baldé, Tierno Sadouba décrypte son discours. Le gouvernement fait sien l'avis des observateurs nationaux et internationaux. Le Premier ministre se réjouit du bon déroulement du scrutin du 18 octobre. Que le vote s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire national dans le calme, l'ordre, la discipline, bref, dans un esprit républicain. Ça n'est suivi des scènes de violence entraînant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Le chef du gouvernement exprime ses regrets. De nombreux dégâts matériels, des destructions d'édifices publics et privés, surtout des pertes en vies humaines dans des conditions souvent tragiques. Il promet la justice, les victimes seront rétablies et les auteurs des violences poursuivis, martèle Ibrahima Kassouri Fofana. À cet égard, le gouvernement prendra ses responsabilités pour faire toute la lumière sur les événements, identifier les auteurs et responsables de ces violences meurtrières et les traduire devant les juridictions compétentes. En attendant, l'État rétablira l'ordre public sur toute l'étendue du territoire, rassure le Premier ministre. Le gouvernement veillera avec rigueur et fermeté au rétablissement de la sécurité et de l'ordre public sur toute l'étendue du territoire national. À toutes les victimes des violences, le gouvernement exprime sa compassion et sa solidarité. L'État ne les oubliera pas, souligne-t-il. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du gouvernement, je présente mes condoléances les plus émues aux familles éplorées et à leurs proches. J'exprime les souhaits de prompt rétablissement aux personnes blessées. Notre solidarité va également à tous les citoyens agressés dans leur domicile, aux victimes de destruction de leurs biens. Il termine sur une note d'espoir en appelant au dialogue et à la retenue de toutes les forces vives de la nation. Suite à la déclaration des commissaires de la Commission électorale nationale indépendante dénonçant des anomalies qui, selon lui, auraient caractérisé le processus électoral, les commissaires de cette institution ont rendu public ce lundi une déclaration à travers le porte-parole de l'organe électoral. Les commissaires rappellent avoir conduit le chronogramme dans la légalité et la transparence requis avec l'implication des acteurs de processus électoral. Regrettant cette attitude du commissaire Mamadou Banisso, les signataires de cette déclaration estiment que cette attitude du commissaire viole systématiquement l'article 12 de la loi organique sur la Commission électorale nationale indépendante. Suivez le porte-parole de la CENI au micro de Mamadou Aliouba. Condamnant cette attitude non fondée, la Commission électorale nationale indépendante appelle l'opinion nationale et internationale à ne pas faire l'amalgame entre l'institution et le commissaire signateur. Elle se réserve le droit de poursuite contre l'intéressé pour, entre autres, faire constater le parjure. En conséquence, la Commission électorale nationale indépendante informe l'opinion publique qu'après la proclamation des résultats provisoires globaux du premier tour de l'élection présidentielle, elle est complètement dessaisie et que toute réclamation ou contestation des dits résultats devrait être portée devant la Cour constitutionnelle.
C'était donc à l'instant même Mamadi Tourakaba, porte-parole de la CENI. Justement, l'organe de gestion des élections sur le feu des projecteurs, donc sur le feu de critiques de certains acteurs politiques. Certains candidats malheureux à la présidentielle du 18 octobre rejettent la victoire du président Alpha Condé, crédité de 59% des suffrages exprimés. Malik Sangana Kamara nous fait ce décryptage. Le candidat du RPG Arc-en-Ciel est réélu avec 59,49% pour un nouveau mandat de 6 ans selon les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Certains candidats malheureux refusent de reconnaître la victoire du professeur Alpha Condé. Nous contestons les résultats, nous rejetons les résultats et nous ne reconnaissons pas Alpha Condé comme président de la République. C'est Louis-Alain Diallo, candidat de l'IFDG, qui s'est autoproclamé vainqueur de l'élection depuis le 19 octobre, entend saisir les juridictions pour s'opposer au verdict de la CENI, mais sans être sûr d'obtenir gain de cause avec la Cour constitutionnelle. Je ne vois pas cette Cour prononcer de résultats différents de ceux voulus par Alpha Condé, tout comme la CENI. Mais ceci dit, jugerai de tous les moyens légaux pour faire prévaloir la vérité des urnes qui m'a donné vainqueur avec 53,84%. Mère de famille, activiste de la société civile, les deux candidates à la présidentielle du 18 octobre, elle se préoccupe de la déchirure du tissu social en Guinée. Je condamne avec la dernière énergie toutes les violences, qu'elles soient d'État, qu'elles soient individuelles, qu'elles viennent de n'importe quel côté. Ce pays est le nôtre. Nous sommes un peuple. Nous voudrions être une nation. Ce n'est pas nous déchirant pour la politique ou des intérêts mesquins, individuels, que nous pouvons nous en sortir. La chose la plus importante, c'est quand même l'être humain. Sur cette problématique-là, sur ce risque-là, il est urgent qu'on entende le président de la République. Il faut que l'État prenne la mesure de la situation qui provoque en ce moment, avant qu'il ne soit trop tard. Avant que les politiques ne trouvent un terrain d'entente à cette crise post-électorale, la capitale guinéenne et certaines villes de l'intérieur restent paralysées. Et c'est la terreur à certains endroits, avec le déploiement des forces de l'ordre et de sécurité. Des candidats donc à la présidentielle du 18 octobre qui appellent au calme. Après la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 18 octobre dernier par la CENI, des militants du RPG Arc-en-Ciel ont spontanément manifesté leur joie dans les rues de Boké, une ville où toutes les activités sont paralysées depuis que le président Cellou Dalein a proclamé sa victoire donc à cette présidentielle. Le reportage est signé Fode Ouma Kamara, Salifou Lifosissé. Quelques heures après la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante, annonçant la victoire du RPG Arc-en-Ciel à plus de 59% des voix, les militants et sympathisants du parti au pouvoir se sont massivement mobilisés pour célébrer leur victoire dans les rues de Boké. Mais c'était une victoire prévisible, c'est pas étonnant, c'était une victoire prévisible. En ce sens que le professeur Alpha Condé a fait pour Boké tout ce qu'il a pu faire. Et pour ce pays-là, qui n'est pas d'égal. On ne peut pas comparer. Alpha Condé est l'homme qu'il fallait pour la Guinée aujourd'hui. De Baralandé au centre-ville de Boké, les militants du RPG Arc-en-Ciel ont pris d'assaut la route nationale pour exprimer la joie de leur victoire. Nous sommes réjouis de joie et nous la saluons parce qu'on l'a mérité. Et c'est pourquoi l'Union des transporteurs de Boké, dont je représente, avec toutes les corporations, toute la notabilité de Boké, on est content, on la salue, on la félicite et on la soutient. Quelle la joie, nous Alpha ou rien. Depuis 48 heures, les rues de Boké sont presque désertes. Quelques rares véhicules et motos circulent dans la ville. Les représentants de l'opposition, eux, dénoncent une mascarade électorale. À la 6e journée des manifestations, notre équipe de reportage a fait un tour à Wanidara où depuis quelques jours, des jeunes ont pris l'initiative de protéger leurs proches dans cette zone où règne un silence assourdissant. Mamadou Saliouba et Ibrahima Awal Kamara nous viennent de Wanidara. Comme dans un film tourné par Hollywood. L'autoroute Le Prince, d'habitude grouillant, aujourd'hui calme comme un cimetière.
nous le sillonnons et comme des survivants, nous prenons ces images dignes d'un décor de cinéma. Au rond-point de Wanindara, le PA n'est qu'un souvenir, plus aucune trace laissée par les manifestants. Des images témoins d'une protestation contre un mandat de plus pour le professeur Alpha Condé. Ce lundi, un calme précaire règne dans la zone. L'occasion pour nous de suivre Mohamed Kamara, qui a vu la maison familiale pillée, incendiée en plein jour par des jeunes en colère à Wanindara 2. Tout le monde était là, comme ils sont venus avec les figis de chasse. Les gens viennent avec le coupe-coupe. On disait vraiment, on va déplacer les enfants ici pour ne pas avoir des pertes humaines. C'est ce qui est très grave. Dans la maison, rien n'était sorti. Tout est gâté. Ils sont tout pris. Après, ils ont mis le feu et après, ils sont partis. Vous voyez comment c'est? En quelques minutes, 9 chambres et 4 salons sont mis à sac. Pas de blessés graves, mais des dégâts importants que Mohamed nous fait constater. Ce que vous voyez là, c'est chambre. Là, si vous voyez, ici, ça là, c'est mon cousin qui est là. C'est lui qui habite ici avec sa femme. Lui aussi, il a 4 enfants. Là, si vous voyez, vous avez vu, non? Tout est gâté, ils sont tous détruits. Rien n'a été sorti ici le jeudi, 12h et 13h. Rien, même une paire de sushis, on n'a pas fait sortir ici. Ils sont tous brûlés. Plus aucune porte, plus aucune fenêtre. Sans l'aide de l'État, Mohamed et sa famille se demandent comment reconstruire la maison familiale, comme tous ceux qui ont perdu de biens dans ces manifestations. Ici, à Wanindara 1, la violence était telle que les habitants ont pris les choses en main, avec des moyens du bord, pour se protéger des pilleurs. Aujourd'hui, les habitants commencent à sortir de leur cachette grâce à ces jeunes du quartier qui ont pris l'initiative de se constituer en association pour empêcher les violences dans leur zone. Vous avez vu la limite ici entre Wanindara 3. On a dit tous qui sont par là, que personne ne remonte. On a mis en place des gens qui sont alignés jour et nuit. Donc les gens ne permettent à aucune personne de passer de l'autre côté pour aller agresser qui que ce soit. On a pris des dispositions draconiennes par rapport à ça. Même les vieux, même les adultes, ils veillent la nuit. Donc toutes les dispositions sont prises, que ce soit Pel, Sous, Forestier, Marinké. Il y a une coordination, une dynamique générale qui s'est prise ici. Leur méthode, canaliser, sensibiliser les manifestants venus d'autres quartiers. Une initiative qui évite les affrontements ethniques et qui réduit l'intervention des forces de l'ordre dans la zone. Dans notre mouvement, il y a les Peuls, Malinké, Soussou et Forestier, tout le monde. Ainsi, plusieurs magasins, plusieurs bâtiments ont été sauvés. Un peu plus loin, Koza, puis Bomboli, où les stigmates des manifestations empêchent toute circulation. Ici, nous sommes au marché Koloma, à la 6e journée des manifestations. Le silence, la peur, la circulation restent complètement paralysés. Comme un monde à l'arrêt, comme si tous les habitants du quartier sont évacués. Les magasins. Ici, question de sécurité, le marché est délocalisé. Quelques mètres plus bas, le rond-point de Bambeto, défiguré. De là, des tirs nous interdisent de continuer sur cet axe, devenu dortoir pour policiers, gendarmes et militaires. Constat grand format donc de Mamadou Saliouba El Hadj Aliouba. La coupure d'Internet par le gouvernement guinéen, motivée par les multiples messages de haine qui circulent sur la toile, notamment sur Facebook, est appréciée par bon nombre d'utilisateurs. Ces citoyens trouvent que la paix et l'intérêt supérieur de la nation doivent primer sur tout. Antoinette Dédé Onivogué, Amara Alexila. Depuis 72 heures, les Guinéens sont privés de la connexion Internet. La coupure est intervenue alors que devaient être dévoilés les résultats de l'élection présidentielle. Sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, les messages de haine et d'incitation à la violence étaient les maîtres mots. Quelques citoyens rencontrés ont apprécié la décision et pensent que c'est un mal nécessaire. Souvent, les gens ont tendance à diaboliser les trucs sur les Facebook. Ils prennent parfois des images des cadavres en Sierra Leone
en Angola, ils mettent ça sur Facebook, ils disent que c'est à Bambeto ça s'est produit, c'est à cause de ça s'est produit pour inciter les gens à la violence. Donc cette coupure de l'Internet peut contribuer à éteindre à tous ces appels à la violence-là. Moi je crois que c'est un mal, mais c'est nécessaire dans une période aussi cruciale. Malgré son impact, ces citoyens invitent les Guinéens à prendre leur mal en patience, car l'intérêt supérieur de la nation doit primer sur tout. Ça impacte tout le monde, mais je crois qu'il faut mettre en avant l'unité nationale, l'intérêt supérieur de la nation. Donc aujourd'hui, tous les Guinéens devaient plutôt applaudir des deux mains la suspension de ces réseaux sociaux qui est devenu viral, qui est devenu un véritable poison pour l'unité nationale, comme je le disais. Sékou Diomandé, quant à lui, gère une agence de distribution de vente en ligne. Il voit ses activités se réduire depuis la perturbation du réseau. Avant, il livrait au moins 40 à 50 plats par jour. Mais aujourd'hui, rien ne marche de son côté. Nous sommes à l'ère du numérique et tout passe par le digital. Nos commandes passent par le digital, nos différentes publications passent par le digital, et principalement Facebook et Twitter. Et si ces réseaux sociaux ne sont pas fonctionnels, donc ça veut dire que nos activités également sont au ralenti. Au minimum, nous pouvons livrer 40 à 50 commandes par jour. Et aujourd'hui, il n'y a presque rien. C'est la deuxième fois en 6 mois d'intervalle que les autorités guinéennes réduisent l'accès à l'Internet. Pour l'instant, le ministre en charge des nouvelles technologies ne souhaite pas donner d'explication. Les activités économiques sérieusement impactées par la crise post-électorale, l'affluence d'antan n'est pas encore au rendez-vous. Dans certains marchés de la capitale, plusieurs points de vente ne connaissent pas le rythme habituel, une situation qui inquiète les vendeuses et certains citoyens. Reportage Zena Bangoura, Lamine Silla. Ces vendeuses ressentent les dures épreuves de la crise post-électorale. Malgré la psychose, elles sont obligées de sortir pour s'approvisionner en denrées alimentaires. Problème, les prix des marchandises sont doublés. Seulement quelques boutiques sont ouvertes. Jusque-là, ce grand marché de Madina ne connaît pas son rythme habituel. Ils n'ont qu'à ouvrir les boutiques. Tous les magasins sont fermés. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On souffre énormément. Les magasins dans lesquels nos marchandises sont stockées sont fermés actuellement. Les propriétaires ne viennent pas et pourtant c'est ici que nous venons chercher le quotidien. La circulation est fluide, les parcs vides, les motos rares. Néanmoins, ces vendeuses bravent tous les obstacles pour la quête du quotidien. Cette dame, depuis le matin, n'a toujours pas eu son premier client en raison de la morosité de la ville. Les gens ne viennent pas à Avaria. Depuis que je suis sortie, aucun client n'est venu demander le prix de ma marchandise. Ça fait peur. Mohamed Nabé court tout le risque pour écouler ses marchandises depuis un bon moment. Je viens tous les jours, ça ne veut pas dire que c'est moi seul qui aime l'argent. En dépit des violences enregistrées dans certaines localités, ce citoyen invite l'État à œuvrer pour la réouverture des points de vente. La vérité est bonne à dire et rien ne marche. Vraiment, pour que vraiment le gouvernement prenne soin pour ça, pour régler les choses normales, les activités et les commerçants qui sont là aussi, vraiment reprennent leurs activités normales. Au marché de Bonfi, les activités reprennent progressivement. Celui de la tannerie emboîte le pas. La paix menacée, le pain, lui, vient à manquer dans de nombreuses villes de la Guinée, situation consécutive aux violences post-électorales que la Guinée enregistre. Face à cet état de fait, le ministre du Commerce a échangé avec les acteurs du secteur ce lundi. Boubacar Bari a fait le constat de l'augmentation du prix de la baguette dans les boutiques. Des pistes de solutions ont été dégagées avec l'Union nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée. Compte rendu au Menato Sidibé, Ibrahima Sori Camara. On a changé avec M. le ministre et son secrétaire général, avec M. le directeur national du commerce. Comme on a pu avoir 2 magasins de farine où on va tout à l'heure déposer la farine
Ils ont parlé avec les industriels pour qu'on puisse avoir la farine dans les magasins. Plus tard aujourd'hui même. Parce que c'est à manque de la farine qu'il y a eu la pénurie du pain. Donc on n'a pas, tous les magasins sont fermés, ça fait 11 jours aujourd'hui. Toute la farine qu'on avait, c'était tout est fini avec nous. On ne pouvait pas travailler sans la farine. On a changé d'heure de travail parce que nous ne sommes pas en sécurité. On a perdu beaucoup de boulangers, que ce soit à Farana, à Kishidougou, à Kankan. On a perdu des boulangers dans ces problèmes-là. Je rassure la population, dès que nous avons la farine, si nous achetons la farine, il n'y aura plus d'augmentation du pain, il n'y aura plus de pénurie du pain. Propos recueillis donc par Ouminatou Sidibé et Yacouba Traoré. Et puis cette question, comment se porte la pandémie du coronavirus déclarée dans le pays depuis mars dernier? En ces périodes de tumulte politique, les mesures de prévention de la maladie sont quasi ignorées et pourtant la maladie, elle, est toujours présente. Rosaline Gotemonemo, Ibrahima Awal Kamara. Le pays est encore en proie avec la pandémie du coronavirus et les citoyens ont tendance à négliger les mesures sanitaires. Le port de bavette, déclaré obligatoire par le chef de l'État, est aujourd'hui négligé par les citoyens. Pour certains, cette maladie n'existe plus en Guinée. C'est le cas de ce conducteur de taxi-moto qui porte un masque, pas pour se prévenir de la maladie, mais contre la poussière. Moi, je vais dire ça n'existe pas. Moi, je mets le bavette parce que je conduis les motos. Depuis que j'ai commencé de mettre le bavette là encore, j'ai eu beaucoup de l'importance. Avant, souvent, j'ai eu les rhumes. D'aucuns trouvent que tant que les autorités sanitaires du pays ne déclarent pas la fin de la pandémie du coronavirus, ils ne peuvent pas dire le contraire. Ils invitent les citoyens au respect des mesures barrières et aux autorités de prendre leurs dispositions face à la situation. Honnêtement, je ne peux pas vous dire que la maladie n'existe pas parce que la sécurité sanitaire n'a pas encore levé, n'a pas encore informé l'opinion nationale et internationale que la maladie a totalement fini en Guinée. Donc pour cela, nous devons toujours respecter les mesures sanitaires. Je veux que le gouvernement n'ait qu'à prendre les dispositions pour mobiliser les gens n'ont qu'à payer les bavettes. Bavette, c'est pas 5 2 à 5 000 en l'air là. Quand on porte le bavette là, ça va nous protéger. Cette citoyenne déclare l'attitude de ses compatriotes. Pour elle, avec cet abandon du respect des mesures barrières, la maladie risque de faire assez de victimes. Actuellement, personne ne respecte les barrières. Il n'y a pas de lavage de mains, on ne porte plus des masques. Donc si la maladie existe toujours dans notre pays, vraiment, ça peut faire des ravages. Parce que si les mesures de barrière ne sont pas respectées, la maladie peut causer beaucoup de dégâts. La pandémie du coronavirus qui sévit en Guinée depuis le 12 mars a fait 11 635 cas de contamination, 10 474 guéris, 71 décès, dont 1161 de patients hospitalisés, selon les statistiques données par l'Agence nationale de sécurité sanitaire la semaine dernière. Rendons-nous à présent en Côte d'Ivoire, qui se prépare à organiser la présidentielle à la fin de ce mois. Mais le pays fait face à une crise ayant causé des morts dans plusieurs villes du pays, notamment à Dabou, où il y a eu 13 morts. Je vous propose de suivre ce grand format signé par Antoine Kourman, notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, qui a travaillé donc avec son caméraman sur place, Ousmane Diomandé. Dabou est une ville située à 35 km de la capitale ivoirienne, Abidjan. Ce vendredi, un calme apparent règne. Plusieurs familles ont décidé de partir. La peur s'est installée après les événements sanglants des jours précédents. Vous allez où? Nous rentrons sur Abidjan comme ça. Pourquoi vous quittez la... Bon, à cause de ce qui s'est produit la dernière fois, il y a eu tellement de foufou ici que ça, en tout cas, ça n'allait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, vraiment, il y avait les jeunes qui sont rentrés. On ne sait pas où ils sont quittés, mais ça tirait, ça brûlait les maisons, ça égorgeait les gens. En tout cas, vraiment, on avait tellement peur qu'en tout cas, on était dans la maison. Et ce matin, nous constatons que la population ne fait que se déplacer. Les gens sortent un peu, les gens sortent un peu. Bon, c'est ce que nous constatons. Donc ça nous donne un peu froid dans le dos. Nous-mêmes, on veut se chercher. Le quartier Rhodes est situé dans la périphérie de Dabou et il est habité majoritairement par la communauté Dioula. Le mercredi, il a été le théâtre de scènes horribles. Une bande armée est passée à l'offensive. Le mercredi 21 octobre, les dégâts sont énormes, les victimes aussi. Diallo est un cadre de la mairie de Dabou. Il a tout perdu.
Ces agresseurs ont détruit ses biens avant de mettre le feu à tout le bâtiment. J'ai perdu beaucoup de choses parce que madame, tout habit des magasins, ils ont brûlé tout. Il y a une dame aussi, ma deuxième femme faisait location de gaz, elle brûlait tout. Et puis ma maison a été brûlée. Pourtant, au départ, il s'agissait d'une simple manifestation de rue contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Les militants de l'opposition ont barricadé la route pour répondre au mot d'ordre de désobéissance civile appelé par leur leader. C'était le lundi 19 octobre. L'arrivée des contre-manifestants a mis le feu aux poudres. Ce mouvement politique s'est transformé en affrontement interethnique entre les autochtones Adjoukrou, présentés comme proches de l'opposition, et les Dioula, proches du pouvoir. Les villages de Pass et d'Agnébi ont été attaqués en premier. Le dimanche uni au lundi, dans les environs de 2h à 3h du matin, il y avait un groupe qui était venu dans le village, ils ont tout pris le village. Et les gens commençaient à crier que la population n'a qu'à sortir, la population n'a qu'à sortir. Les gens ont pris tout le village avec des machettes, couteaux, des gourdins, les armes blanches, ont envahi le village, ça courait partout. C'est là, moi j'étais dans mon petit coin, où je me débrouille pour manger. C'est là, ils sont venus, ils ont cassé la porte, ils sont rentrés dedans. Le lundi, on était là, et puis vers les 13h, 14h, les gars là sont venus. Les gars étaient quittés à Dabou. Les machettes, couteaux, les poires, les micros pleins d'hommes. Ils sont venus, ils étaient dedans et mes enfants. Quand ils sont rentrés, d'abord il y avait fermé. Donc quand ils sont venus, ils ont cassé et puis ils sont rentrés. De leur donner l'argent. J'ai dit je n'ai pas l'argent. Leurs frères à Djoukou ont cherché par là, ils sont venus, c'est pour brûler le village. D'accord. Ils sont des garçons. Ils disent qu'il n'y a pas de garçons, que je suis sur mes enfants. Et comme ça, ils ont commencé à taper. Ils ont ramassé tous mes poufs, ils ont mis ensemble et puis ils ont mis essence, ils ont mis feu. Dans ce village à Djoukrou, les habitants se demandent pourquoi ces agressions. Pour eux, leurs bourreaux ne sont pas de Dabou, ils viennent d'ailleurs. Mais ce ne sont pas les gens de ce village. Et j'ai vu les forces de l'ordre qui venaient pour intervenir. Ils ont dit qu'il faudrait que les forces de l'ordre prennent distance vers eux. Qu'il ne faudrait pas que les gens s'approchent à eux. Ce vendredi 23 octobre, quelques jours après ces violences, le général Apollo Alexandre Touré, chef d'état-major de la gendarmerie, s'est rendu sur le terrain pour rassurer les Dabounais. Il a tenu un discours d'apaisement à la mairie pour montrer sa bonne foi. Désormais, c'est la psychose qui règne dans la ville de Dabou. La plupart des lieux de commerce et l'administration sont paralysés, les populations sont inquiètes malgré la présence remarquée des forces de défense qui patrouillent partout. Grand format donc depuis la Côte d'Ivoire, signé Antoine Kourman, Ousmane Diomandé. C'est d'ailleurs cet élément qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète. Bonsoir.